Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yannick Frein et j'ai le plaisir de coordonner la session de cet après-midi. Donc, pas toujours facile juste après le repas, mais bon, en l'occurrence, je pense que vous ne devez pas être trop endormi. Donc, cette session, cet après-midi, est séparée en deux grandes parties. Une partie où on a le plaisir de recevoir 4 personnes qui vont faire valoir leur point de vue sur un des champs qui nous intéresse aujourd'hui, avec donc des points très complémentaires. Et puis, dans un deuxième temps, Daniel Brissot fera un point d'étape sur l'ARP et insistera sur les aspects transversaux, parce que ces 4 points-là qu'on évoque sont évidemment très complémentaires et s'enrichissent mutuellement. On va commencer tout de suite. Donc, le premier exposé est fait par Armand Hatchuel, qui est professeur à l'École des Mines de Paris, qui est en particulier responsable de la chaire Théorie et méthode de la conception innovante, chaire qui est sponsorisée par 7 industriels, je crois, qui est membre de l'Académie des technologies. Et il va nous présenter un exposé intitulé « La conception innovante des systèmes de production du futur ». À toi, Armand. Merci Yannick et merci de cette invitation à réfléchir avec vous à partir de l'expérience que nous pouvons avoir dans notre équipe. Au fond, je vais essayer d'illustrer une idée et puis je vais la développer. Il me semble qu'il serait intéressant, puisque la question c'est quelles sont les recherches futures à mener pour la production industrielle de demain. La réponse générale que je vais donner, c'est qu'il me semble qu'il faut essayer de développer des recherches sur la manière de concevoir, alors je dis les systèmes de production par facilité, mais on va dire ces systèmes que nous appelons encore de production, alors que depuis longtemps ils ne sont plus de production seulement, enfin, ces systèmes-là, de les concevoir à partir de méthodologies qui permettent d'envisager la rupture. Voilà, l'idée que je vais défendre, donc ce n'est pas un discours sur l'ensemble des méthodologies, mais je vais essayer d'insister sur l'idée que ce qui nous manque, c'est d'être capable de les concevoir avec des méthodologies qui permettent la rupture. Alors, évidemment, je fais un plaidoyer pro-domo, puisque depuis quelques années, la chaire justement de théorie et méthode de la conception innovante, qui est une chaire pluridisciplinaire, avec 2 disciplines majeures qui sont les sciences de gestion et les sciences de l'ingénieur, mais aujourd'hui toute une série de disciplines avec lesquelles nous travaillons, qui sont notamment la psychologie cognitive et des disciplines de sciences sociales. Cette chaire s'est efforcée de se poser la question de ce qu'est une ingénierie de rupture, de ce qu'est un mode de conception des organisations de rupture, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui nous permet de nous confronter à des défis pour lesquels nous n'avons pas les armes préalable. Et c'est probablement ça le paradoxe, c'est que très souvent, lorsqu'on fait en quelque sorte de la prospective, on raisonne en quelque sorte avec les armes que nous avons, et c'est plutôt ce raisonnement-là que je veux inverser. Alors, la chaire s'est développée à partir d'options théoriques, entre guillemets, dures, j'y insiste. Nous avons voulu reprendre les raisonnements de conception sous toutes leurs formes, que ce soit l'école allemande, l'école américaine, l'école japonaise, et les soumettre à la critique. Et sur le plan international, je me permets de le dire parce que ça permet aussi de se faire un petit peu de publicité, aujourd'hui c'est une approche qui est largement reconnue puisque nous sommes devenus dans ce domaine les leaders au niveau, en tout cas, de la plus grosse académie internationale qui est la Design Society. Alors, le point important qui illustre cette idée de pourquoi s'intéresser à la rupture, c'est parce que si vous regardez la manière dont on raisonne sur la production industrielle de demain, les systèmes de production du futur, en fait, il y a 2 approches traditionnelles. La première consiste à raisonner en grand brief. Alors, j'emploie à dessein le mot de brief. C'est un mot de design, ce n'est pas un mot d'ingénieur, mais parce qu'à mon avis, très souvent, on utilise la notion de spec, de spécification, alors que le plus souvent, on est dans des situations de brief et non pas de spécification. Eh bien, si vous regardez en gros tous les programmes, l'industrie de demain, la plupart d'entre eux vont construire une espèce de brief de ce qu'il sera, ce système. Donc vont donner une espèce d'agenda, des objectifs, des grandes cibles à donner. Et l'accord international semble en général se faire sur ces grandes cibles-là.
Mais de notre côté, vous avez un deuxième volet, qui est celui des technologies de base. Et donc, à ce moment, ensuite, on va avoir les technologies clés, les différents ingrédients, les différents éléments. En fait, cette distinction, elle remonte à 1830. Hein. C'est Maschinenbau d'un côté, les propriétés générales de la machine, Machine Elements de l'autre, les démarches élémentaires. Et ce que nous proposons, le troisième terme, alors ces termes sont très importants et très intéressants. Exemple de mot d'ordre formidable, la loi de Moore. Si vous prenez la loi de Moore, c'est probablement le meilleur des cahiers des charges, le meilleur brief historique qui a conduit un processus complexe industriel pendant une bonne vingtaine d'années. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, c'est more than Moore. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette logique-là. Quant aux propositions de technologie de base, il n'y a rien de plus simple que pour les donner des exemples. On va avoir d'un côté des sources d'énergie, de l'autre, on va avoir des principes de type Fab Lab, imprimante 3D. Mais pourquoi ne pas l'évoquer? À l'école des mines, Éric Ballot, qui est dans la salle, propose aujourd'hui un concept de containerisation généralisée, qui est en fait un dispositif de logistique novateur. Alors, la difficulté dans laquelle on est, si vous voulez, c'est que entre ces grands briefs et les technologies de base, il manque un troisième terme, et c'est celui-là sur lequel nous suggérons que les efforts en complément, ça n'élimine absolument pas les deux autres, hein, on est bien d'accord. C'est un troisième terme, d'introduire des démarches de conception innovantes de ces systèmes de production qui, en fait, vont permettre de relier les langages de base ou les technologies de base à ces grands briefs et de manière évidemment originale. Parce que imaginez qu'il existe une heuristique complète qui permette de passer de ces grands briefs, ces grands objectifs, aux technologies de base. Si elle existe, alors on a perdu. Parce qu'elle serait connue de tout le monde, elle serait déjà en Chine. Et vous voyez bien que notre enjeu à nous, c'est précisément d'être capable de relier des technologies de base en les renouvelant, et je vais y revenir, notamment avec la notion de générique, et en donnant des solutions originales à ces grands briefs. Alors, exemple de solution originale, peu connue. Précisément, la loi de Moore n'a été possible qu'avec l'ITRS. ITRS, International Technology Roadmap for Semiconductors, c'est un invisible, sauf pour ceux qui le connaissent. Est-ce qu'il y a des gens de ST Microelectronics dans la salle? Voilà, ben vous connaissez évidemment. C'est en fait le système de conception de l'activité industrielle qui a été les microprocesseurs à partir des années 90, parce que c'est lui qui a permis de faire l'articulation entre des briefs novateurs et les technologies de base que personne n'avait. Et l'ITRS, alors on l'a étudié énormément en détail grâce à ST, qui est un de nos partenaires, ITRS est à retenir comme voie pour le développement du système productif français de demain, si on veut évidemment qu'il ait une capacité de rupture. Alors, j'ai évoqué ces grands briefs. Pourquoi il faut les distinguer? Parce que, vous le verrez très vite, dès qu'on parle des objectifs d'un système de production, soit on est dans les objectifs classiques, qu'il ne faut pas oublier, le coût, la performance, la fiabilité, l'ergonomie, bref, la liste des catégories classiques. Mais évidemment, celles-là, c'est un standard, il faut les atteindre. Je ne dis pas que c'est facile, mais malheureusement, la compétition va se jouer aussi sur d'autres éléments. Et si vous regardez aujourd'hui les briefs en rupture, donc qu'est-ce que sont aujourd'hui les discours en rupture sur la conception des systèmes industriels, je en citerai 3 qui me semblent intéressants, 2 connus, 1 moins connu. Le premier, c'est la démarche qui a été utilisée par le groupe FIV. Est-ce qu'il y a des gens du groupe FIV dans la salle? Non. Alors, le groupe FIV a récemment créé une conférence de citoyens pour leur demander ce qu'étaient les caractéristiques, pour eux, d'une usine acceptable dans leur territoire. Eh bien, les réponses sont tout à fait intéressantes parce que ça donne un brief très fortement en rupture. Il est en rupture sur le plan écologique. J'ai mis 3+, je ne détaillerai pas, allez le voir. Il est en rupture sur l'ouverture. Insistance énorme sur le fait qu'on veut comprendre comment fonctionne le système industriel qui est là, et notamment à qui il appartient, notamment le système capitalistique qui le gère, puisque la grande surprise pour beaucoup de nos concitoyens, c'est qu'en face d'eux, il y a une usine, oui, il y a des machines, mais il y a peut-être 36 sociétés anonymes différentes qui se sont structurées sur ce site. Et ils nous disent, on aimerait avoir au moins une espèce de visibilité sur l'habillage
social. Troisième point, les partenariats, j'y reviens pas. Si vous prenez le brief FIV, puisque c'est FIV qui a aidé à le construire, on est déjà dans la rupture, puisqu'il s'agit d'une usine totalement différente dans ses rapports entre entreprise et société et écologie. Je suis aussi très sensible, évidemment, comme vous, à un brief que je considère comme étant un brief de rupture, qui est le Made in France. J'imagine que vous connaissez tous, puisque c'est sur YouTube, les efforts de General Electric pour ramener des lave-vaisselle en Amérique. Bon, Apple est en train de réfléchir à une nouvelle usine, mais oublions le caractère national. Pour l'ingénierie, c'est un extraordinaire brief de rupture. Faites-moi une usine insensible aux paramètres coût. Après tout, hein, c'est par ce type de brief que l'on peut travailler de manière originale. Je ne sais pas si on y arrivera, mais imaginez tout ce qu'on va apprendre en tentant de le faire. Alors le troisième, et on a beaucoup développé dans notre chaire, le troisième type de brief, et là encore merci à notre partenaire ST, la plupart des gens qui vous présentent un système de production, qui se disent on va concevoir un système de production, vont dire eh ben, les marchés sont connus et les technologies sont connues. En tout cas, une bonne partie des industries, ce qu'on appelle la high velocity, non seulement les marchés ne sont pas connus, d'ailleurs qu'on va être obligé de commencer à produire des plateformes techniques sans connaître la totalité des fonctions auxquelles elles pourront servir. Hein, imaginez la première ligne de fabrication de l'iPhone. Et le deuxième élément, y compris les technologies sont inconnues, on ne sait pas à l'avance hein, qu'on fera du double imaging dans une deuxième lignée. Autrement dit, on s'installe d'emblée dans l'idée qu'on va avoir un système extrêmement évolutif. Et quand on est très évolutif, alors il y a une conception différente à déplacer. Voilà. Alors, notre sentiment à nous, et c'est simplement là un témoignage que j'apporte par rapport à ce que nous faisons, c'est qu'il serait bon que les recherches s'orientent vers le développement d'outils. Alors il y a des grands acteurs comme Dassault Systèmes évidemment, qui est aussi partenaire de la chaire et qui sont intéressés, mais au-delà de ces aspects-là, on a vraiment besoin que se développent dans le pays des lieux, des consortiums qui soient capables de développer des méthodologies de conception différentes. Alors voilà une distinction que je vais faire très vite parce que beaucoup d'entre vous qui hélas m'ont subi plusieurs fois l'ont déjà entendu. Il nous faut les méthodes d'ingénierie classiques qui ne sont pas adaptées au brief en rupture. Voilà. Vous pouvez essayer, mais en général, ça va vous donner des résultats limités par rapport aux ambitions. Donc il faut des méthodes de conception d'un plan de conception innovante. Dans tout ce qu'on a fait ces dernières années, il y a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie KCP, qu'on a utilisée, alors on a déjà 25 expériences industrielles, plusieurs thèses en évaluation, donc on commence à peu près à avoir une idée de la performance que ça peut avoir. Alors, exemple de ce que peut faire KCP, je vais prendre l'exemple de Thales, parce que c'est un des plus intéressants, c'est imaginer qu'on est à travailler ensemble, en rupture, sur un brief sur le cockpit d'un avion. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le cockpit d'un avion, c'est qu'il réunit la totalité des problèmes de l'ingénierie et du système social. Parce que vous pouvez considérer que le cockpit d'un avion, alors je vais vous le montrer, c'est à la fois un système de production, c'est un système de service, c'est une plateforme intelligente, c'est un système qui contrôle un écosystème opérationnel puisqu'il est en liaison avec toute une série d'éléments, c'est un espace de vie, c'est un espace de conflit social, c'est un espace de débat social. Il réunit en quelque sorte une espèce de quintessence des situations que l'on peut rencontrer. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose qu'une usine de 1000 véhicules par jour, hein, en parlant automobile. Mais du point de vue méthodologique, c'est ça qui nous intéresse, pour développer un cockpit original, il faut développer des méthodologies qui vont s'appuyer sur toute une série de raisonnements que nous avons essayé de développer. Donc vous voyez que l'idée là, c'est de dire, eh bien pour aboutir à rompre un certain nombre d'idées reçues sur ce que peut être un système de production du futur, il faut adopter des méthodologies spécifiques. Je ne veux pas dire qu'on est les seuls à les avoir, je veux dire simplement que la recherche nationale doit s'attacher à muscler cette direction-là. Alors, vous allez me dire un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il faut retenir, et je m'acheminerai vers ma conclusion. Alors, les points les plus importants. D'abord, c'est lutter contre ce mode de production.
hein, qui nous enferme. Il nous enferme dans une représentation manufacturière dépassée des activités, on va dire, c'est presque mieux de dire activités industrielles, ou, si vous voulez, grands systèmes complexes, comme on dit à l'Académie des technologies, mais c'est peut-être pas très parlant. Mais en tout cas, aujourd'hui, raisonnant couplage. Donc aujourd'hui, lorsqu'on conçoit un système industriel, ce que l'on conçoit, c'est des couplages forts, des couplages indépendants, des interdépendances, des dépendances, des systèmes connectés ou pas connectés. Et donc cette notion de couplage, c'est ça qu'on gère. Hein. C'est ça qu'on gère. On gère des indépendances, des interdépendances, des communalités, des interactions. Le deuxième idée, plus banale, mais je crois que la banalité peut être très importante, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de changer le système social de conception. Et pour ça, il n'y a rien de mieux. Hein, on a besoin d'intégrer beaucoup plus d'acteurs que nous le faisons. Je viens de voir une expérience qui a été menée par les chemins de fer hollandais, où on a fait concevoir les nouveaux systèmes d'horaire et les nouvelles règles de régulation sur l'ensemble de la Hollande, avec pratiquement la totalité des acteurs du système de chemin de fer, et notamment en faisant jouer les rôles différents autour d'un système de simulation immersif du système de chemin de fer lui-même. Et notamment en confrontant des régulateurs, des gens qui sont derrière des synoptiques, des aiguilleurs, des gestionnaires de voies à quai, et en les faisant interagir. Autrement dit, vous voyez qu'en fait, on conçoit simultanément, grâce à ces outils, pas seulement le système technique, mais aussi le système social qui va avec. Donc, et ça, c'est permis aujourd'hui par l'immersion, hein, l'expérience collective qui est faite. Alors, c'est fait dans l'avionique, c'est fait en partie dans l'automobile. Il faut absolument que nous généralisions ces espaces d'expérience. Mais vous voyez bien que ce que vous concevez, c'est pas seulement, c'est pour ça que ce n'est pas de la simulation seulement. En fait, vous dotez de maquettes qui permettent aussi de concevoir l'organisation humaine et sociale autour, puisque c'est elle qui va s'en dégager. Par exemple, les règles de signalétique ont été négociées autour de cette simulation. Alors, le troisième point est un petit peu plus... alors, évidemment, c'est cela qui vous permet aussi de raisonner en termes de régime dégradé. Les fameux ramp-up sont très fortement... Ramp-up, je rappelle, c'est les courbes de mise au point d'apprentissage, les apprentissages mutuels et les systèmes de communication aussi. Vous comprendrez que je sois très bref sur ce sujet. Je voudrais insister sur une notion et je termine par elle. Alors c'est la plus difficile, pardonnez-moi, et on y travaille beaucoup. Elle vient d'une réflexion. Alors bon, c'est un papier qui a été publié. S'il y a des chercheurs qui veulent avoir accès, je suis d'autant plus ravi de le présenter qu'il est fait en collaboration avec ST. Je suis désolé, ST est beaucoup cité aujourd'hui, mais c'est comme ça. Bon. Voilà. Peut-être aussi parce que vous réunissez, je dirais, une telle quantité de problèmes en même temps qu'on ne sait pas s'il faut aller apprendre chez vous ou s'il faut vous souhaiter bonne chance. Voilà. Alors, l'idée est venue de... Voilà. Je voudrais lutter un tout petit peu contre l'idée de technologie de base, en disant, les technologies de base, il faut faire très attention à cette notion-là, parce que l'impression qu'on a, c'est qu'on va avoir quelque chose comme les mots, qu'on va avoir une espèce d'algèbre libre que l'on va pouvoir combiner très facilement et qu'au fond, si je maîtrise ces machine elements, je vais pouvoir générer toutes les formes de machines complexes possibles. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, et du coup, ça nous fait manquer certaines innovations techniques intéressantes que nous, on appelle génériques. Je vais juste les illustrer. Alors, pour les historiens des techniques, la machine à vapeur, elle est née à peu près entre 1701 et 1710 en tant que système technique. En fait, elle ne va pouvoir se disséminer qu'à partir de 1760-65, parce que tout simplement, on va la repenser, non pas en tant que système vertical de pompage, mais cette fois-ci en tant que source horizontale d'énergie, notamment avec une technique extrêmement intéressante qui est le double acting, c'est-à-dire la façon de désymétriser, plutôt de ne plus d'asymétriser la production d'énergie. Et c'est ça qui a fait qu'elle va devenir commune. De la même façon que les systèmes de MEMS n'étaient pas communs au départ, mais ils vont avoir des propriétés qui leur permettent d'être communes. Et pour que vous compreniez cela, un petit schéma très simple, en fait, quand vous avez des technologies de base, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais simplement dans l'espace des technologies, vous êtes dans un espace double, à la sous, un espace dessous, vous avez à la fois les technologies, vous avez les fonctions.
Ce qui fait le plus souvent l'algèbre des technologies de base est très segmentée. Donc on a par exemple un groupe de technologies T1, T2, T3 qui est relié à une fonction E1. On va avoir un autre groupe qui lui est relié à une fonction E2. Et les deux systèmes sont incompatibles. Et en fait, d'où va venir l'innovation? Elle va venir du fait que quelqu'un va chercher une technologie qui fait pont, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand il découvre cette technologie qui fait pont, il va résister à double inconnu. C'est-à-dire qu'on va voir toute une série de fonctions nouvelles qui vont être rendues possibles par l'ensemble des techniques une fois que la technologie pont a été permise. Pensez par exemple à un mordançage pour une association entre métaux, par exemple, et supports polymères. Alors, la difficulté, c'est que pour développer ces TX, il faut avoir une très bonne analyse topologique, non pas des technologies, mais du couple technologie-fonction. Et c'est ça, ce sont des instruments que nous travaillons aujourd'hui et que nous développons de manière intensive, parce que dans des univers à high velocity, la construction de ces ponts génériques est apparue comme étant des éléments qui permettent de résister au double inconnu et de gagner en flexibilité. Voilà. Pour conclure, voilà le type de recherche qu'il me semble, à côté des autres, hein, bien entendu, mériterait peut-être, si cela vous paraît intéressant, d'être poursuivi. Voilà. Merci.